descente d'avion. Il a été salué par le Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que des autorités civiles et militaires. Avant de quitter le Kazakhstan, le président de la République a visité des unités de production électrique et de transformation métallurgique. Ces industries situées dans la ville de Pavlodar reflètent l'expertise du pays en la matière. Oumar Ning. Pour les autorités de la ville, c'est un honneur. Avec elles, les responsables et travailleurs de l'usine, tout aussi heureux d'accueillir le chef de l'État. Le président Macky Sall a visité les locaux de Kazakhcom. Dans cette industrie spécialisée dans la métallurgie, on produit du chrome ainsi que d'autres métaux divers. Ces usines sont par une centrale de 2500 MW, soit 5 fois la production du Sénégal. Des installations impressionnantes qui reflètent la dimension du Kazakhstan dans la production minière, pétrolière et gazière. Avant de quitter la ville, le président Macky Sall a planté un arbre, celui du Sénégal, symbole de l'amitié entre les deux peuples. Sur le chemin du retour, le président Macky Sall a fait escale à Ankara, la capitale administrative de la Turquie. Le chef de l'État a rencontré son administrative de la Turquie. Le temps d'une escale, le chef de l'État a rencontré son homologue Recep Tayyip Erdogan. L'accueil est chaleureux. À la hauteur des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie. Ankara, justement, est engagé dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent à travers la réalisation de travaux en cours et ceux déjà livrés. D'autres le seront d'ailleurs le 30 mai prochain. Autour d'un déjeuner, les présidents Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan sont revenus sur d'autres volets, comme la commission mixte, la coopération militaire, mais aussi la participation du Sénégal à l'Expo 2016. Ainsi, une preuve supplémentaire est donnée quant à un partenariat dynamique impulsé par deux leaderships forts. Après la rencontre, le chef de l'État a repris la destination de Dakar, où il est arrivé dans la soirée du dimanche. Tout à fait autre chose à présent. Le renforcement des systèmes de santé est plus que jamais nécessaire en Afrique. Conviction que partagent plusieurs décideurs ou spécialistes. Notre sous-région a montré ses limites et son impréparation avec l'épidémie de fièvre Ebola. Le Sénégal a réagi mieux que d'autres, mais pour autant, les autorités placent le renforcement du système au cœur des préoccupations. Une plateforme regroupant l'État, la société civile et les partenaires ainsi que d'autres acteurs a été mise en place au Martiawa. Le renforcement du système de santé doit être une préoccupation permanente de tous les acteurs, qu'ils soient étatiques ou de la société civile. Cette plateforme très diverse dans sa composition est un cadre inclusif de discussion et de recommandation. La plateforme RSS permettra sans aucun doute d'approfondir la réflexion sur des questions majeures interpellant le système de santé à travers le fonctionnement des commissions thématiques. Les commissions vont être axées sur des thèmes comme la santé de la mère et de l'enfant, les ressources humaines, les médicaments, le financement, la sécurité ou encore les systèmes d'information. Toutes les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose peuvent être membres des commissions. Il faut éviter que les lignes d'action des commissions soient en duplication avec d'autres choses. Il ne faut pas qu'on ait 36 000 choses. Le ministre a rappelé qu'il ne servait à rien de mettre sur pied des cadres qui ne fonctionnent pas. Il faut qu'on arrive à avoir un système de santé cohérent pour pouvoir protéger nos populations. Pour elle, la présidence des commissions de la plateforme avec à sa tête le secrétaire général du ministère doit être tournante. Ces nominations, nous voudrions qu'elles soient annuelles pour que tout le monde puisse
venir présider. Les événements récents ont montré la vulnérabilité des systèmes de santé de la sous-région. Il faut donc les renforcer. Santé, contraception, 5 nouvelles méthodes intègrent le marché des innovations qui sont l'objet de la rencontre initiée par l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens. Les sages-femmes et plusieurs autres spécialistes ont été associés à la réflexion. L'Organisation mondiale de la santé mise beaucoup sur les dernières études sur la contraception et leur impact sur la vie de la femme. Ramatadem. La contraception, un moyen efficace pour la femme de lutter contre les grossesses précoces ou non désirées. C'est dans ce cadre qu'après plusieurs recherches et réflexions, 5 nouvelles méthodes contraceptives ont vu le jour. Vous avez les patchs, vous avez l'acétate d'ulipristal, vous avez le DU, non pas le DU, l'anneau vaginal à la progestérone et vous avez également le sino-implant. Ce large nouveau choix de méthode contraceptive permet à la femme, en général, d'être plus libre et espérer avoir accès à la méthode contraceptive qui lui semble la plus appropriée. C'est toujours une question de choix. Les femmes, la famille peuvent avoir leur vie idéale et la taille de leur famille idéale. L'Organisation mondiale de la santé a mené un travail de recherche afin de mieux prendre en compte les besoins des femmes en général. Désormais, les femmes vivant avec le VIH/SIDA et les adolescentes pourront également s'y retrouver. Il y a beaucoup de grossesses non désirées parmi cette frange jeune de la population et donc avec les conséquences fâcheuses que nous connaissons tous, les avortements clandestins, les décès maternels qui en découlent. Et donc, il est important que nous puissions réfléchir sur comment justement gérer cette question-là. Et là également, quand on analyse les lignes directives de l'OMS, il n'y a pas de contre-indication majeure. Et elles peuvent donc avoir accès à la plupart des méthodes contraceptives. Le seul bémol, c'est qu'il faut tenir compte de certaines interactions entre les antirétroviraux et les molécules contraceptives. Entre rumeurs et réalité, la contraception était responsable de certains problèmes de santé chez la femme. Aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, aucune étude scientifique ne peut prouver que la contraception hormonale peut être responsable d'infertilité, de cancer du sein ou d'anomalies congénitales. Mais la mission première de la contraception est l'espacement des naissances pour un meilleur épanouissement de la femme et par là même de la famille. Santé toujours, nous recevons sur ce plateau le président de l'Association nationale des chirurgiens dentistes sénégalais, M. Noël Akandé. Bonsoir et bienvenue. Vous préparez le 5e congrès international de l'Association nationale autour du thème avancées technologiques et santé bucco-dentaire. Bonsoir encore une fois. Bonsoir Ibrahima. Alors, merci de nous recevoir sur votre plateau et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, ce 5e congrès va sans doute ouvrir d'autres perspectives. Qu'est-ce qui va être fait et dit, justement, à partir de mercredi prochain? Alors, l'Association nationale des chirurgiens dentistes sénégalais organise son 5e congrès international le 25, 26, 27 mai sous le haut patronage du président de la République, avec comme parrain le professeur Awa Maricol Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale, notre confrère le docteur Augustin Tine, ministre des Forces armées, le professeur Souké Diatine, chef du service de chirurgie buccale au département de l'odontologie du CAD, et le professeur Daouda Faye, directeur de l'École nationale de développement sanitaire et social. Alors, toute la profession dentaire s'organise pour recevoir environ 350 à 400 chirurgiens dentistes venant de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, du Maghreb, de l'Europe et bien sûr du Sénégal. D'éminentes sommités d'ici et d'ailleurs ont déjà répondu favorablement à notre invitation pour venir échanger sur le thème du congrès qui est avancées technologiques et santé bucco-dentaire. Pourquoi ce thème? Parce que, comme vous le savez, en médecine, la technologie avance très vite. Et aujourd'hui, les premières avancées scientifiques et technologiques en médecine bucco-dentaire sont déjà utilisées auprès de patients ou en phase de l'être. Et au niveau de l'association, nous souhaitons que tous les chirurgiens dentistes sénégalais
soit au diapason de ces nouvelles technologies. Alors, comment se présente justement le dispositif actuel? Quels sont les outils dont vous bénéficiez, que vous utilisez justement pour répondre à la demande des populations en la matière? Mais le plateau technique, d'abord, il faut dire qu'au Sénégal, nous avons quand même eu la chance d'avoir une école dentaire, une des plus vieilles en Afrique. Donc nous avons les compétences. Ce qui manque, c'est peut-être au niveau du plateau technique qu'il faut relever. Et ce thème-là rentre dans ce contexte parce que ça va nous amener à discuter sur les nouvelles techniques et sur le nouveau matériel. Parce que en marge de ce congrès, il y aura aussi des exposants qui viendront présenter leurs nouveaux produits. Et il est important pour les autorités de pouvoir se pencher sur ces nouveaux produits afin de pouvoir relever le plateau technique au niveau de nos structures, aussi bien privées que publiques. Alors ce sera pour 3 jours, c'est un programme assez fourni. C'est un programme de 3 jours. L'ouverture, c'est le mercredi, dans l'après-midi. Nous commencerons par une conférence inaugurale qui sera présentée par notre confrère, le professeur Cheikh Mbakelo, du service de santé publique du département d'odontologie de l'UCAD. L'ouverture, la cérémonie inaugurale se fera après cette conférence inaugurale sous la présence effective de notre confrère, le docteur Augustin Tine, ministre des Forces armées. Et ensuite, il y aura la visite de l'exposition, comme je vous l'ai dit tantôt, pour voir les nouveaux produits qui sont exposés. Les deux jours suivants, le jeudi et le vendredi, on aura alors le déroulé de tout ce programme. Il y aura des conférences, environ 7 conférences. Il y aura des communications orales, environ 70, des communications affichées, environ une 20aine, et des ateliers. Alors des ateliers portant sur les nouvelles techniques, où les congressistes pourront voir et exercer même selon les nouvelles techniques odontologiques. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Sans doute un dernier mot? Oui, tout à fait. Je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui a bien voulu placer sous son haut patronage ce 5e congrès. Le remercier pour son soutien financier et matériel. J'associe aussi à ces remerciements le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marie le professeur Marie Taunian. Aussi, j'associe notre marraine, bien sûr, le ministre de la Santé et tous nos parrains pour leur soutien matériel qui, sans doute, va participer à la réussite de ce 5e congrès. Merci Noël Akondé. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale des chirurgiens dentistes du Sénégal et que vous préparez votre 5e congrès international à partir de mercredi. Et le dernier appel, c'est pour s'adresse à tous les chirurgiens dentistes, à tous les acteurs de la chirurgie dentaire, afin qu'ils puissent venir assister à ce 5e congrès qui est le leur. Merci. Encore une fois, nous parlons d'élevage avec le ministre qui a visité la ferme de Sémé dans cette localité de la région de Matam. Un éleveur s'est lancé dans la culture fourragère sur place. Aminata Mbengue a fait le plaidoyer pour appeler les autres à suivre un tel exemple au Mokal Somsal. Nous ne sommes pas dans un périmètre risicole, mais plutôt dans une surface de culture fourragère. Elle est développée depuis quelques mois par un éleveur, un coup d'essai qu'il compte pérenniser, vu les nombreux avantages que comporte cette variété importée du Brésil. D'après les recherches que nous avons faites concernant l'alimentation de ce cheptel qui consomme énormément d'herbes, nous avons fait beaucoup de recherches et finalement nous avons trouvé cette plante que nous dénommons Nema et qui est très intéressante vu les caractéristiques nutritives. Et en moins de 3 semaines ou 1 mois, nous avons remarqué que les bêtes ont drastiquement changé de physionomie avec des poids impressionnants et aussi une quantité importante et une qualité aussi extrêmement importante de lait. Dans cette ferme de Sémé, à 70 km de Ourossogui, le ministre de l'Élevage est venu saluer cette initiative. La culture fourragère est présentée comme une alternative efficace pour le développement de l'élevage. C'était pour montrer un exemple aux éleveurs, pour leur dire qu'ils ont la possibilité de faire de l'élevage autrement.
ils peuvent associer le nomadisme, le pastoralisme à l'élevage intensif. Parce que l'alimentation animale est extrêmement importante dans le développement de l'élevage. Si nous voulons avoir des animaux bien portants, des animaux bien formés, des animaux sains, il faudrait que dans le domaine de l'alimentation, qu'il y ait des efforts qui se fassent. Et les efforts ne peuvent pas se faire seulement à travers l'aliment usiné, mais surtout à travers la culture fourragère. Et en vue, il y a quelques mois, les animaux de M. Tumbo et les avoir vus aujourd'hui, je pense qu'il y a une très nette différence qui n'est due qu'à la bonne alimentation, qu'à l'amélioration de l'alimentation. Le ministre d'inviter tous les éleveurs à s'inspirer. Et puis les travaux du tronçon VDN 2 vont démarrer incessamment. 60 maisons qui affectaient le projet à Cambérène ont été déplacées et leurs propriétaires indemnisés. Le tronçon VDN 2 va du 6S au Golf Club de Guédiawaye, soit une distance de 8,5 km à Minodiop. Les populations de Cambérène montrent leur adhésion au projet. Les travaux du tronçon 6S Golf Club de Guédiawaye ont démarré. 8,5 km de route seront aménagés. Le prolongement de la voie de dégagement nord avance à grands pas. On est content de la route qui va passer ici, la VDN, donc c'est bon quand même. Chaque personne dont la maison a été impactée par le projet a reçu une indemnisation. Pour satisfaire tout le monde, l'État du Sénégal a rajouté près de 500 millions à l'enveloppe initiale évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Toutes les personnes qui ont été impactées par ce projet ont été indemnisées. Toutes les maisons que vous voyez derrière moi qui sont en train d'être démolies ont vraiment reçu une indemnité juste et préalable comme exigé par la réglementation en vigueur au Sénégal. Alhamdoulilah, aujourd'hui, vraiment, ça s'est passé dans un climat de calme. Vraiment, il y a eu ils ont adhéré au projet. Il y a un accompagnement qui est fait à plusieurs étapes de ce processus de libération d'emprise. On respecte les règles générales, mais l'État accompagne en tout cas toutes les personnes qui sont impactées, la commission, le préfet. En fait, c'est les rôles régaliens de l'État. Le prolongement de la VDN a pour objectif de décongestionner les pénétrantes de la ville de Dakar, améliorer les conditions de déplacement des populations et réduire les coûts du transport. Cette voie est aussi le premier tronçon de l'autoroute Dakar-Saint-Louis, Nouakchott-Tanger. Justement, sur les routes du Sud, la caravane du Fonds de financement et de la formation professionnelle et technique qui s'est rendue à Ziguinchor. Le 3FPT poursuit les rencontres d'information sur ses missions. Le point de l'étape de Ziguinchor avec Abdoulaziz Ban. Cette rencontre d'information et de sensibilisation sur le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a permis d'échanger avec les acteurs de la région. Il s'agit de les accompagner par des financements dans leurs besoins de formation. La région de Ziguinchor bénéficie aujourd'hui d'un accompagnement particulier de l'État du Sénégal et nous ne pouvons pas, dans le cadre de la formation, être en reste. C'est la raison pour laquelle nous nous félicitons de cette mobilisation de l'ensemble des acteurs de la région. Nous nous réjouissons aussi des secteurs d'activité visés par le fonds, à savoir les TIC, la mécanique, l'habillement, l'artisanat, le tourisme, l'horticulture, l'aviculture, qui sont de réels secteurs porteurs de la croissance. L'émergence de ce pays passera sans aucun doute par la formation professionnelle et mieux par la mise à disposition de ce fonds de financement de la formation professionnelle. Contribuer au financement des projets et des actions de formation, superviser les activités de formation, accompagner les entreprises et les organisations professionnelles artisanales sont entre autres missions du fonds de financement. Il va jouer un grand rôle dans le développement de la région naturelle de la Casamance. Un des principes de notre intervention, c'est de s'appuyer sur les opportunités économiques des localités pour dérouler de la formation professionnelle. Il y a une structure qui met en place un dispositif pour permettre aux entreprises, aux structures de formation, aux individus de financer leur formation. Financer la formation permet d'avoir ce personnel qualifié dont a tant besoin le Sénégal. Après cette rencontre, il sera question de mettre en place un prescripteur de formation basé à Ziguinchor
Il va servir de tampon entre la région et le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. L'université Assane Seck de Ziguinchor lance la 5e édition du workshop international Casamance-Sun. Pendant 2 jours, professeurs, chercheurs, étudiants vont parler des énergies renouvelables et du développement durable afin de proposer des solutions face au changement climatique. Kaltom Gay. Les scientifiques des universités sénégalaises et d'ailleurs réfléchissent sur les énergies renouvelables et le développement durable. C'est dans le cadre du workshop international Casamance-Sun, une plateforme d'échange entre chercheurs. Notre combat aujourd'hui, c'est d'allier recherche et développement durable, recherche et protection de l'environnement. Il ne faudrait pas que, quand nous proposons à la société, à la cité, des outils de transformation finie, que lors de l'utilisation de ces outils, que l'environnement soit dégradé. Cette rencontre biannuelle initiée depuis 2008 est à sa 5e édition. Elle est désormais inscrite dans l'agenda scientifique des universités sénégalaises. Une occasion pour les étudiants et les professeurs de se retrouver autour de plusieurs thématiques. Il y a toute une série de problèmes qui se posent de manière aiguë à notre pays et il est important que l'enseignement supérieur par le volet formation, la recherche par la découverte de nouvelles solutions permettant d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent, eh bien, soit présent sur ce terrain. Les énergies renouvelables, une alternative pour lutter contre les changements climatiques. Des solutions efficaces sont proposées. Nous avons également la possibilité à travers ces énergies de couvrir les besoins en de ménages ruraux. Et cela nous donnera l'opportunité d'atténuer la pression sur les ressources naturelles. Pour la région de Ziguinchor, où nous avons les dernières réserves forestières. Casamance-Sun, c'est des communications, des réflexions, des échanges d'expériences, mais aussi une vitrine pour rendre visibles les résultats de leurs recherches. Le samedi 28 mai, le président Macky Sall invite à un dialogue d'intérêt national. À quelques jours de ce rendez-vous, les acteurs de la vie nationale se prononcent sur l'opportunité ainsi offerte. Ce soir, la rédaction du journal télévisé donne la parole à quelques acteurs clés. Mamoudou Samambo. Revenant sur son appel au dialogue national, le président de la République réaffirme sa ferme volonté de mener des consultations inclusives sur des questions exclusivement d'intérêt national. Aussitôt émise, aussitôt prise au bon. L'idée de ce dialogue national a trouvé un écho favorable chez la majorité des forces vives de la nation. Nous saluons une telle initiative et nous pensons que ce dialogue devrait permettre donc au président et l'ensemble des acteurs concernés de se pencher sur des questions ou sur des points qui pourraient intéresser donc le Sénégal. Parce que le Sénégal quand même est au-dessus de tout. Sur le pourquoi de cette adhésion quasi spontanée, la Ligue des imams du Sénégal renvoie aux Écritures saintes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a intimé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dire que de toujours se concerter avec sa société. Nous sommes dans la voie de l'islam. Il faut qu'on se concerte, il faut qu'on se parle pour les grands problèmes de l'heure. Et du souci de l'intérêt général. C'est aussi l'avis du clergé catholique réuni récemment en conférence épiscopale au Cap des Biches. Pour nous réjouir d'abord de cette démocratie en mouvement qui est au Sénégal, où chacun a la liberté de dire ce qu'il pense, sans atteindre aussi la liberté d'autrui. Et ce qui nous paraît le plus important, c'est de chercher dans toutes les situations à défendre le bien commun. Pour les travailleurs, le chef de l'État a vu juste. Et pour la centrale syndicale du Sénégal, la pertinence de la démarche tient au développement socio-économique du pays. Parce que la paix n'a pas de prix. Pour pérenniser cet atout que nous avons et pérenniser également la paix sociale, l'environnement favorable donc au développement, c'est que d'asseoir un dialogue de qualité
d'abord entre le pouvoir et l'opposition. Ça, c'est au niveau politique. Mais faire en sorte également que le dialogue puisse se poursuivre avec tous les acteurs, notamment ceux de la société civile et des acteurs sociaux que nous sommes. Si écouter et partager avec les parties prenantes de la chose publique est un devoir pour la plus haute autorité du pays, répondre à l'appel et participer à la réflexion sont aussi impératifs pour le citoyen, quelle que soit sa sensibilité et son appartenance. Il a voulu que tous les segments de la société soient impliqués dans ce dialogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut profiter de l'expérience de tout un chacun et profiter des idées pertinentes de concertation. Absolument, c'est un devoir pour un musulman. Et mon souhait, c'est que les gens répondent. Parce que quand vous êtes convié à un dialogue, vous allez pour écouter ce qu'on va vous dire et vous avez également l'opportunité de dire ce que vous pensez. Il faudrait donc que nous ayons la culture du dialogue. Sur la posture à adopter lors de cette communication interpersonnelle avec le chef de l'État, religieux, politiques et acteurs sociaux plaident pour le positif. Je pense que le dialogue de qualité, c'est un dialogue responsable, ouvert, où les gens se parlent en mettant au-dessus de tout l'intérêt national. Il s'y ajoute qu'ils sont nombreux ceux qui pensent que ce débat doit être institutionnalisé. Sauf que ce dialogue est pourtant pérenne. Il est à l'Assemblée nationale, au Conseil économique, social et environnemental, dans les institutions de dialogue social, dans toutes les arènes publiques et bien sûr dans les médias. C'est l'un des faits qui a défrayé la chronique ces derniers jours. Les saisies de riz impropres à la consommation se multiplient avec des tonnages vertigineux depuis quelques semaines, comme si cela ne suffisait pas. On découvre que l'abattage clandestin concerne aussi des ânes. Au risque de vous couper l'appétit, on en parle pour dire que l'affaire est sérieuse et pose un problème de santé publique. Riz périmé à la viande d'âne, merci, c'est une chronique signée Oumar Diawa. Les Sénégalais aiment la viande et au moins le jour de la Tabaski, chacun en consomme une ration suffisante si elle n'est pas largement excédentaire. Excepté ce jour, c'est la période des vaches maigres et on se rabat sur un marché où les prix ont toujours tendance à grimper. La vente de viande est une activité certainement lucrative. C'est un produit de consommation courante, mais Dieu, de quelle viande s'agit-il? Jusque-là, quand on allait à la boucherie, on était assuré de trouver du bœuf, du mouton ou de la volaille. Et puis, brusquement, les gendarmes ont mis la main sur les spécialistes de vente de viande d'âne, le Bodé. Si ces délinquants le proposaient comme tel aux consommateurs en toute connaissance de cause, passe encore. Le problème, c'est qu'ils le présentaient comme évidemment la meilleure viande de bœuf. C'est là que se trouve le grave délit, en plus de celui d'abattage clandestin, sans aucun contrôle vétérinaire. Dans d'autres pays, bouffer du chien, du cheval, du chat, du singe ou d'autres bêtes est dans les habitudes alimentaires, mais pas au Sénégal où les orientations et choix diététiques sont stricts. Pourtant, des Sénégalais ont donc mangé de l'âne. Pour ce que la brave bête représente dans notre imaginaire, ça pousse à vouloir s'enfoncer un doigt dans la gorge pour vomir. Trop tard car la digestion est déjà passée par là. Sur un autre registre, des tonnes de riz et autres produits alimentaires impropres à la consommation humaine sont quotidiennement saisis, alors que même les ânes n'en voudraient pas. L'appât du gain facile et la cupidité inadmissible sont à la base de ces commerces dangereux qui nous éloignent de la bonne santé. Mais nous restons justement sur tout ce qui concerne notre alimentation avec le docteur Mamadou Seck, le directeur général de l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire. Docteur, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Vous êtes là également pour le système national de recherche agro-silvo-pastorale et que vous tenez une table ronde sur le thème « Investir dans la recherche agricole et agroalimentaire, un défi pour le secteur privé sénégalais ». Alors, pourquoi le choix d'un tel thème, monsieur le directeur général? Merci Ibrahim de l'invitation d'abord. C'est vrai que dans notre pays, on a observé un important développement du secteur agro-industriel. Et ici, je représente plutôt la commission technique du comité de pilotage du système national de recherche agro-silvo-pastorale
et de gestion du FNRA. FNRA, c'est le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire. J'y reviendrai des composantes. Vous avez les universités, vous avez l'ISRA, vous avez l'ITA et vous avez le FNRA et d'autres partenaires. Alors, très rapidement, le FNRA, c'est vraiment un élément important de notre dispositif, puisque le FNRA finance sur une longue durée des projets structurants de développement, évidemment décloisonnent les institutions que nous sommes et participe à l'émergence d'équipes pluridisciplinaires au niveau de notre pays et intervient évidemment dans le financement de projets majeurs tels que la formation, l'appui aux jeunes, dans l'appropriation des technologies comme la table de traitement de l'huile et le capital semencier national. Pour ce qui est de l'ISRA, vous savez, l'ISRA fait énormément de choses. Je ne vais pas essayer parce que tout le monde le sait. L'ITA aussi la même chose. Donc nous nous sommes aperçus que finalement, il est nécessaire d'instaurer des échanges avec le système, le secteur privé. Notre système privé industriel est très dynamique, mais nous constatons que du point de vue de l'appropriation des résultats de la recherche, il y a encore des efforts à faire. C'est pourquoi nous avons donc initié cette table ronde qui se tiendra donc demain à l'ITA, et nous avons invité des éléments représentatifs de ces secteurs-là. Vous avez, si vous avez le programme, vous avez le directeur de l'APIX, c'est l'État, c'est le partenariat public-privé. Vous avez M. Mortal Khan, qui est du CNES, c'est vraiment un élément important du dispositif de notre pays. Vous avez évidemment Alcantara, c'est le Kiren, vous avez Pierre Ndiaye, et vous avez Sedima, M. Babacar Ngom. Donc, plus le DG de l'ISRA et moi-même. Donc, nous allons débattre véritablement en nous concentrant sur les nécessités de ce partage-là et nous allons tirer un certain nombre d'enseignements que nous allons porter au niveau de... Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez que le secteur privé investisse dans la recherche? Mais vous savez, ce qui se passe en général dans les pays développés, il y a une sorte de symbiose entre le secteur privé et les institutions de recherche. Je donne un exemple simple. Quand quelqu'un veut faire une thèse, par exemple, il peut trouver comme financier un chef d'entreprise. Donc il va financer sa thèse, mais les résultats qu'il aura obtenus à la fin seront partagés, sinon exclusivement réservés à cette entreprise. Donc l'entreprise finance la recherche. En termes d'équipement, nous pouvons faire ici la même chose. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire en matière d'équipement de laboratoire et cela permet d'aller au fond des choses dans la détermination des micronutriments. Par exemple, si je prends ce cas-là, qui permettront à l'usine, par exemple, de pouvoir élargir évidemment son spectre d'analyse et d'offres au niveau des autres composantes de l'économie nationale. Alors le secteur privé, c'est un clin d'œil à l'endroit de ses patrons, de ses employeurs. Aujourd'hui, quels sont les rapports justement entre vous et les secteurs privés? Est-ce que ça vous satisfait un peu le niveau de partenariat? Moi je dis que notre système agricole, agro-industriel est dynamique et je m'en félicite. Mais je pense que une ouverture beaucoup plus large au secteur de la recherche, au dynamisme de la recherche de notre pays, permettra de faire bénéficier à ce secteur agro-industriel beaucoup de données qui peuvent leur permettre naturellement d'engranger un certain nombre de technologies. Je sais qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. Il y a problèmes en termes de ressources de financement, des insuffisances de l'information du point de vue technique et technologique. Il y a aussi, naturellement, des insuffisances de l'offre en matière première, agricole, mais je vais quand même m'arrêter sur ce deuxième aspect-là. Jusqu'à présent, c'est vrai que la matière première peut faire défaut, ça peut décourager un certain nombre d'acteurs. Mais notre pays vit à l'heure du PSE. Le président de la République a mis en place un cadrage qui a permis de donner ses premiers résultats. Regardez cette année.
ce que nous avons eu comme récolte, quelle que soit la spéculation que vous prenez, que ce soit le riz, que ce soit l'oignon, que ce soit la patate, que ce soit les autres éléments, on a des bons extraordinaires. Donc cela permet quoi? Cela permet de garantir la ressource aux agro-industriels, à l'agro-business. C'est un problème qui est réglé. Maintenant, du point de vue du financement, si je prends le cas de l'ITER, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a mis en place un dispositif financier en accord, en partenariat avec la BND, le FONGIS et le FONGIP, qui permet d'accompagner un certain nombre de secteurs, d'acteurs de notre industrie. Donc voilà là des éléments positifs qui nous permettent donc véritablement d'asseoir et d'intégrer la recherche dans le dynamisme de notre économie nationale au niveau de l'agro-industriel. Et ça me paraît important. Alors, tout cela sera dit et sans doute partagé demain pour cette table ronde sur le thème investir dans la recherche agricole et agroalimentaire en défi pour le secteur privé sénégalais avec le système national de recherche agro-silvopastorale, le FNRA et l'ITEA. Merci, monsieur le directeur général. C'est à moi de vous remercier, monsieur Diédhiou. Merci, Marie-Christine Saragosse, PDG de France Média Monde, hôte de la RTS, et elle a été reçue ce matin par le directeur général. Le numérique, l'échange de programmes et plusieurs autres thématiques ont été abordées durant cette rencontre. C'est Aline Fall. À 56 ans, Marie-Christine Saragosse est à la tête de France Média Monde, qui regroupe France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya. Avec sa délégation, elle a rencontré Racine Talla, directeur général de la RTS, et son staff. Une visite qui a permis d'évoquer plusieurs thématiques, le numérique en particulier. Je suis venue voir mes amis de la radio-télévision sénégalaise aujourd'hui pour déjà de s'occuper du réseau de diffusion de RFI en FM au Sénégal depuis 1991. Donc c'est une vieille amitié. Et puis aussi, on a parlé de nos partenariats, des perspectives qu'on pouvait envisager en matière de numérique, de nouveaux développements sur le numérique, également en matière de programmes, de contenu, d'échange de programmes. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis au-delà, moi, je venais ici parce qu'on va remettre le prix RFI Challenge App Afrique, qui va récompenser un jeune Africain qui a une idée d'application dans le domaine de la santé demain. On lance le site RFI Savoir et on lance également le site RFI Afrique, qui regroupe toute l'actualité africaine sur un site différent de celui d'RFI tout court. Créée en 2008, France Média Monde, société nationale de programmes, est chargée de superviser et coordonner des radios et télévisions publiques détenues par l'État français. Service public comme elle, la RTS, est dans une perspective de modernisation. Alors, nous, on a nos projets et nos développements, mais ce qu'on a envie de faire, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui fonctionne moins, comment on s'organise. Parce que nous, on a déjà un petit peu fait des tests, et donc faire bénéficier de notre expérience, la RTS, ça peut faire gagner du temps. Marie-Christine Saragosse repart avec un tableau dans ses bagages, œuvre d'un artiste de la banlieue qui figure parmi la trentaine de réalisations exposées à la RTS dans le cadre du OFF de la Biennale 2016. La première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO se tient depuis le 16 mai à Abuja, au Nigeria. Les parlementaires de la 4e législature vont faire le point sur la situation de la communauté face à la menace terroriste. Envoyés spéciaux Massiré Faye et Aminata Mbengfala. C'est l'hymne de la CEDEAO qui marque ainsi l'ouverture de cette première session ordinaire 2016 du Parlement. À l'entame des travaux, le président a rappelé les grandes orientations stratégiques que s'est fixé le Parlement de la CEDEAO pour les 4 prochaines années. Il s'agit d'assurer la participation de la représentation de l'ensemble des populations dans le processus de prise de décision de la communauté, de renforcer le rôle institutionnel et les pouvoirs du Parlement de la CEDEAO, de promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, de promouvoir les relations avec les institutions communautaires, les parlements nationaux, les institutions interparlementaires, le Parlement panafricain,
les autres parlements régionaux et les organisations internationales partenaires. Porter la voix des peuples à côté des pouvoirs exécutifs, c'est la mission principale des parlementaires. Et pour l'assurer pleinement, il faudrait renforcer leurs prérogatives à travers un projet d'acte additionnel. Un projet qui tarde à être adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État n'ont pas adopté pour le moment. Donc, il va falloir adopter avant de ratifier. Donc, nous avons lancé un appel, un cri de cœur pour demander aux chefs d'État d'adopter cet acte additionnel qui avait été adopté par le Conseil des ministres et qui a suivi son cours normal. Au niveau du CAF, c'est adopté au niveau du Conseil des ministres. Donc, je pense qu'il y a un petit problème qu'il faut régler et nous sommes en tout cas sensibles à cela. Le passage de la CEDEAO des États à celle des peuples. À l'horizon 2020, les gouvernants s'y attellent déjà, en atteste la matérialisation de la carte d'identité biométrique CEDEAO. Je pense que de manière décisive, la CEDEAO est en train de franchir des pas importants vers, par exemple, la matérialisation de la carte d'identité CEDEAO. Nous aurons des citoyens de la CEDEAO et aujourd'hui, personne ne vous demandera de montrer autre chose pour votre droit d'établissement que votre carte d'identité. Ça, je pense que c'est une étape décisive et il faut reconnaître que sous le président Macky Sall, la CEDEAO a connu des pas importants. Vous savez, son implication personnelle dans la résolution de la crise burkinabé. Ce qui est important, parce qu'il faudrait que le peuple sente que leurs États peuvent venir à leur aide lorsque la situation est difficile. Cette session parlementaire se tient dans un contexte marqué par la menace terroriste dans certaines régions et l'épidémie de fièvre Ebola dans d'autres, deux fléaux, deux défis auxquels fait face la communauté. Nous avons constaté la recrudescence de faits terroristes qui ont mis à nu certaines de nos faiblesses, puisque les gouvernements ont peiné à trouver des réponses rapides et adéquates aux menaces terroristes. Ces faiblesses se sont également traduites en 2015 lors de l'épidémie à virus Ebola. Ce sont là deux cas dans lesquels notre crédibilité a pris un sérieux coup. These are glaring cases in which we were severely examined. C'est en partie vrai, mais n'empêche, nous avons fait preuve de résilience et nos leaders ont fait montre d'ingéniosité avec des mesures qui nous ont ou vont nous aider à venir à bout de ces fléaux. Cette rencontre de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO se tient jusqu'au 31 mai 2016. Occasion pour ces députés d'échanger sur la situation de la communauté et chaque délégation va présenter le rapport de son pays. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, elle nous mène en Autriche, en Syrie, en Turquie et en France, où la Confédération générale du travail a appelé à une grève illimitée. Philomène Constance Cagne. En France, la CGT appelle à une grève illimitée à partir du 22 juin. La Confédération générale du travail affirme que 6 raffineries sur 8 sont bloquées ou en cours de blocage en France. Au gouvernement, on souligne que sur les 100 dépôts de carburant en France, seule une poignée est touchée. La question se pose, y a-t-il risque de pénurie de carburant dans le pays? À l'état actuel, plusieurs raffineries et dépôts de carburant sont bloqués par des grévistes qui protestent contre la loi du travail. En Autriche, l'écologiste Alexander Van der Bellen, élu président, le candidat indépendant a remporté l'élection avec 50,3% des voix. Il devance le candidat d'extrême droite Norbert Hofer, a souligné que jamais en Autriche les écologistes n'avaient été à la tête de l'État. En Syrie, le régime a été frappé en plein cœur par une série d'attentats, 7 au total, visant la communauté alaouite. Au moins 100 morts ont été enregistrés. Ces attentats ont été perpétrés dans les villes de Jablé et de Tartous sur le littoral de la Méditerranée à l'ouest du pays. Les attaques ont été revendiquées par l'État islamique. En Turquie, ouverture du sommet humanitaire à Istanbul, des dirigeants et ONG du monde entier se réunissent pour un sommet inédit. Cette rencontre parrainée par l'ONU vise l'amélioration de la gestion des crises humanitaires provoquées par les conflits et le réchauffement climatique. Près de 6000 participants sont attendus et 135 pays sont représentés.
Culture, cérémonie de vernissage de l'exposition consacrée à des œuvres majeures du patrimoine artistique de l'État. À la Cour suprême, les œuvres vieilles de plusieurs décennies ont été restaurées par l'artiste plasticien Khalidou Kassé. Le vernissage a réuni quelques auteurs de ces œuvres et des autorités qui souhaitent la sauvegarde de ces richesses. Jean Thior. 23 tableaux et tapisseries suffisants pour faire une exposition, surtout lorsque ces œuvres ont vécu 30, 40, voire 50 années. Certaines de ces œuvres ont fasciné plus d'un lors du premier Festival mondial des arts nègres dans ce hall de la Cour suprême, autrefois musée dynamique. Il y avait cet impératif de restaurer des œuvres d'une qualité mondialement reconnue qui sont restées dans ce bâtiment abritant aujourd'hui la Cour suprême depuis pratiquement une cinquantaine d'années. Il était donc important, plus de 40 ans, voire 50 ans après, de procéder avec les artistes à la restauration de ces œuvres. Ces œuvres majeures du patrimoine artistique de l'État ont été restaurées par les ateliers du Sahel en collaboration avec la direction du patrimoine culturel. L'artiste plasticien a donné une nouvelle vie à ces œuvres. Il faut avouer que ça n'a pas été facile, parce que d'abord il faut connaître la nature des œuvres, parce que des œuvres en toile, en acrylique, en peinture à huile aussi. Il y a des œuvres aussi qui étaient sur des panneaux. Il fallait reprendre les châssis, il fallait reprendre les toiles, mais les œuvres dont les artistes sont décédés, je les ai restaurées. Ce patrimoine appartient à l'État du Sénégal, qui par le biais du ministère régulièrement acquiert des œuvres et elles sont installées un peu partout au niveau des institutions, à la présidence, ici à la Cour suprême, au Conseil économique, à l'Assemblée et même dans nos représentations diplomatiques. Ces tableaux et tapisseries sont chargés d'histoire, celui de Feu Alpha Wali en témoigne. D'autres artistes comme Ibou Diouf qui tiennent encore sont très fiers de revoir leurs œuvres 4 décennies après, comme au premier jour. Moi je trouve à mon avis que c'est une bonne chose, ça a été une bonne chose quand même. Comment préserver les œuvres d'art, comment les sauvegarder avant de les restaurer. L'œuvre de Khalidou, cet acte qu'il vient de poser, vraiment il faut le saluer, l'encourager à continuer, sinon il doit appeler ses frères artistes à continuer avec lui cette initiative, parce que si ce n'est pas nous les artistes qui prenons soin de nos œuvres, personne ne le fera à notre place. Tapis et tableaux ornent le hall de la Cour suprême. Ce haut lieu de la magistrature, comme d'autres institutions de l'État, garde encore des œuvres d'art qui sont pour la plupart dans le besoin d'être restaurées. Sport, basket féminin, l'AS Ville de Dakar, BOP se qualifie en demi-finale de la Coupe du Sénégal. L'AS Douane et le Duc se qualifient également chez les hommes. Résumé avec Seydina Lunfal. Quand la réussite y est dans sa tactique de jeu rapide, l'AS Douane est inarrêtable. Même pas par le Duc, battu à plate couture. Les protégés de Parfait Adjuvant sont très tôt distanciés au score à cause de l'apport décisif de 2 joueurs clés en face. Les internationaux Luis Adams et Birahim Gaye permettent à l'AS Douane de rentrer au vestiaire avec une avance confortable, 38-24 à la pause. Après la mi-temps, le récital se poursuit. L'AS Douane enchaîne les tirs primés à l'image d'Abdou Ndiaye. Le Duc démarre les 10 dernières minutes avec 23 points de retard. Le retour des étudiants ne se réalisera pas malgré les efforts d'Abdoulba à hauteur de 14 points. L'AS Douane maintient son avance, amenée notamment par son meneur, le faux follet Luis Adams, qui clôture son show avec 17 points marqués. Victoire des douaniers sur le score de 72-43. Le Duc s'arrête en quart de finale de Coupe du Sénégal, tout comme le tenant du titre, l'UGB, surclassé par le Saint-Louis Basket Club, 74-44. Chez les dames, l'affiche de dimanche voit l'AS Ville de Dakar l'emporter sur BOP. Score final, 55-39. Football, Coupe du Sénégal, 3 clubs de Dakar et 1 de Saly se retrouvent en demi-finale. Olympique de Ngor, Dakar Sacré-Cœur, Yego et Djambar composent le dernier carré d'as. Les joueurs de Boubacar Gadiaga ont obtenu leur ticket grâce à leur victoire face au Jaraaf de Dakar, 2-1 au stade Demba Diop. Ambiance avec Pape Mali Diop. En recevant Demba Diop, l'équipe de Djambar, les Blancs du Jaraaf savaient que cette partie des quarts de finale ne serait pas du tout facile. L'option offensive est affichée dès l'entame du match. Le Jaraaf appuie sur le plancher, multiplie ses